Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Hip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Bonjour et bienvenue à tous pour ce 5e épisode du Rip Show. On se retrouve avec un petit peu de retard, le surlendemain de Noël, parce qu'on s'est fait péter le bide avec du foie gras, parce que nous on n'aime pas les véganes. Et on se retrouve du coup le podcast sortira le mardi 27, si je ne dis pas de bêtises, mardi 27 décembre, pour parler directement de cette 10e semaine de NBA. Déjà 10 semaines que le ballon orange va dans le filet. Pas pour toutes les équipes en tout cas. On attaque avec la première rubrique, les big news, et on commence avec l'injury report qui s'est un petit peu allégé par rapport à la semaine dernière, avec certains clients qui ont pu revenir et rejoindre les parquets et d'autres qui sont allés voir la jolie infirmière. Gary Payton? Gary Payton par exemple. J'ai vu que Gary Payton, alors on peut commencer par Portland, Justice Winslow est out. Gary Payton 2 a un problème à l'abdomen de ce que j'ai vu, il sera absent pour le match de lundi. En gros, il a vite fait, je vais pas m'étaler dessus, mais il a la même blessure qu'avait Dame avant son opération. Du coup, il a eu son opération, c'est pour ça que ça met un petit moment. Le seul souci qu'on a tous, c'est que chaque semaine, on nous fait des promesses, et en fait, il continue à reculer. Donc depuis la pré-saison, il devait être là, et finalement, on se rend compte qu'il n'aura pas joué de 2022. Allez, let's go! Impeccable. Toujours d'ailleurs chez vous, il y a Josh Hart et Nurkic qui sont en day-to-day. Donc, Ouais, mais ça va. Je me fais pas trop de soucis. ouais, voilà. Après, en grosse. Il n'y a pas eu de grosses news. Je crois qu'il y a quand même Jeff Green des Nuggets qui s'est fracturé la main et qui sera absent un mois des parquets, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est un peu chiant. Ça va Anthony encore plus isoler Jokic. Et Anthony Davis, bien sûr, on a eu des news. Donc, il a une blessure de stress au pied. Donc c'est à la fois positif et négatif, je m'explique dans le sens où on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, il va être évalué dans 8 à 10 jours, et ce qui va revenir dans 8 à 10 jours, c'est le seul point positif que j'essaye de voir, c'est en mode est-ce qu'il parce peut revenir plus pour tôt. être très sincère, la manière dont ça a été dit, la manière dont il y a le storytelling qui est autour, etc., même des journalistes... C'est fin de saison. Ouais, voilà, non mais je suis sincère, pour moi c'est ça. Non mais j'essaye juste de me rassurer, je suis en mode... Moi je suis en mode, en vrai, peut-être qu'il peut essayer de viser le truc du... Allez, de retour après le All-Star Break, sinon c'est ciao. C'est ça. Toujours chez les Lakers, non, je crois pas qu'il y a plus de blessures. Il y a toujours notre Juan Toscano Anderson, dont on s'en bat tous les couilles, qui est out. Sinon, côté Bulls, Alex Caruso, qui sera out face aux Rockets lundi. Dennis Smith Jr. Ouais, c'est parce qu'il s'est fait balader. J'ai pas vu, il s'est pris un coup. Non, pas du tout. Il a essayé de défendre... Oh putain, je sais plus sur qui... Oh, ça m'énerve, la tuile. Mais il essaie de défendre un gars dans le corner. Le gars, je crois que c'est... Je dis peut-être de la merde, mais je crois que c'est Darius Garland qui lui fait un cross et il a glissé, il est tombé par terre. Donc voilà. Et il lui plante un dagger sur la tronche du coup. Donc ouais, ça doit être ça. Il a perdu une cheville quoi. Une cheville et le moral pour notre ami Alex Caruso. Kawhi, qui est de retour à l'infirmerie, qui sera pas là face à Détroit parce qu'il a un petit problème. Mais non, c'est pas vrai. Je cite sur, je crois que c'est ESPN, due to right knee injury management. Allez hop, le load management qui revient en force. Nos amis d'élite qui sont abonnés à avoir un tiers de l'effectif en day-to-day ou out, donc j'ai la flemme de les énumérer parce que bon, ça commence à être lourd. Je plains la santé mentale d'Eric Spoelstra. Chris, mauvaise nouvelle pour Chris Middleton qui, suite au match face aux Celtics, j'ai pas vu s'il était sur la feuille de match, mais il sera out. Non, mais du coup, il était out face aux Celtics parce qu'il avait un problème au genou. Donc Chris, je sais qu'il a quand même un petit peu de mal de revenir à sa blessure. Ça fait plusieurs soirs qu'il est listé dans l'injury report. Donc on lui souhaite un bon retour. Sinon, pareil du côté de New Orleans, où il y a quand même pas mal de monde qui fréquente l'infirmerie. Larry Nance,
qui a un problème au tendon d'Achille. Brandon Ingram, tout le monde commence à souffler parce qu'on aimerait bien le voir rejoindre les parquets. Zion, qui est doubtful ce Ouais, mais du coup, soir. c'est d'autant plus intéressant, je trouve. Il n'y a pas Brandon Ingram, ils sont deuxième. Ah oui, oui, non, mais bien sûr, ils sont clean. Hein. Puis ils ont fait des grosses wins. Hein. Donc en fait, c'est genre, tu souffles, je sais pas trop, tu te dis juste, bon bah écoute, pour l'instant, ça roule, ça tourne, tant mieux. On a un All-Star qui va revenir plus tard. Totalement. Pour l'instant, il n'y a pas de pression. Après, je pense que peut-être que ça ferait du bien pour le joueur et puis pour le collectif de se dire on met une empreinte un petit peu plus forte sur la ligue. Mais bon, vaut mieux qu'ils prennent le temps de revenir quand même. Et après, côté Pels, on a Trey Murphy, Herbert Jones et Dyson Daniels qui sont day-to-day. Et je crois que c'est tout bon pour l'injury report. Un peu moins de monde par rapport à la semaine dernière. On aime quand il n'y a pas trop de monde à l'infirmerie. C'était tout pour l'injury report et on attaque directement avec les trade rumors. J'ai survolé un petit peu Oh, il y en a les une trade qui sort du lot. rumors. Et alors, je sais pas celle dont tu parles. Eh ben écoute, je vais te la dire de suite. Dis-moi tout de suite, mon ami. Parce que on en a pas parlé avant. Peut-être que c'est une surprise, peut-être que tu l'as vu passer à travers. James Harden est en train de considérer très sérieusement de retourner à Houston. Oui. Ça, c'est... Je suis désolé, pour moi ça c'est une rumeur de fou. Ça c'est de la rumeur qu'on aime. C'est du petit. Je sais pas d'où ça sort, en étant très sincère, parce que on va pas en parler. Apparemment c'est l'intérieur. Apparemment c'est vraiment source interne. Le clan de. James Harden FR, tu veux dire? Non, le clan de. Ouais, voilà. oui, voilà, l'attaché presse officielle. Mais non, oui, apparemment, ce serait le clan de James Harden qui est en train de dire qu'il serait vraiment en train de se tenter et d'être tenté. Il est en train de recontacter le GM de Houston en disant en fait, la rumeur qui n'en est pas vraiment une, mais il veut à tout prix avoir son max, son contrat max. Ça suffit d'être bradé pour jouer à côté de Joel Embiid et de pourtant galérer à gagner. Parce qu'actuellement ils sont cinquième alors que pourtant ils ont une force de frappe qui est assez phénoménale. Même s'ils sont sur 8 victoires d'affilée, ils sortent quand même d'un gros creux. Donc voilà. Beaucoup de Et blessures. apparemment Philadelphie, Daryl Morey sera en train de négocier pour justement ne pas lui donner le max. Parce qu'il a un autre joueur à maxer. Je parle pas de Tyrese, mais je parle de Joel. Dans l'idée, c'est on voit qu'en fait il est attiré par l'argent Oh oui, il y a le strip et que club aussi. Houston en fait serait justement peut-être l'une des équipes, en tout cas dans son sens, ce serait l'une des équipes qui serait prête à mettre le pactole parce que justement il leur faut un vétéran, un scoreur, un créateur, un gars qui a de la bouteille et qui en plus puisse former les jeunes. Donc à voir s'il s'inscrirait dans le projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ville, à mon avis, le réaccueillerait. Ils sont pas très rancuniers là-bas. Donc il aurait Ah, mais très le bien coach, il accueilli, dégage. je Hein. pense. Silas? Ah ouais, Ouais, si Harden ouais, c'est revient, possible. il dégage. Hein. C'est possible, mais Moi, bon, est-ce que ce serait pas oui, est-ce je que tu pense que accepterais pas le James choix est Harden vite pour fait. Hein. virer Stephen Silas, qui en plus, pour le coup, est pas dingo? Ouais, c'est pas fou ce qui se passe. C'est ça. Honnêtement, je comprends pas trop ce qui se passe. Moi, honnêtement, je suis pas du tout un fan de James Harden, même si je trouve que depuis qu'il a quitté Houston, il a un jeu beaucoup plus joli à voir. Parce il s'est mué vraiment en meneur de jeu, mais pur, avec beaucoup de passes, toujours une très bonne adresse à 3 points. Donc je trouve qu'il a un jeu un petit peu plus juste, un peu moins forcé, ça réclame un peu moins de ballons. Enfin, toujours, mais moins qu'à Houston. Je comprends pas, parce que certes, ça a été galère à Philadelphie. On sait qu'ils ont commencé avec un début de saison un petit peu catastrophique, mais bon, parce que Embiid a été absent à un moment, parce que Harden a été absent à un moment, parce que Tyrese aussi. Donc ça n'a pas été si évident que ça. Et puis là, il y a deux équipes à l'Est qui font un putsch monumental, que ce soit les Sixers ou les Nets, ils sont sur 8 victoires d'affilée, puis ils roulent. Vraiment, ils roulent sur la ligue, et ils sont sur une forme et une dynamique impeccable. Donc moi, je trouve que ça sort un peu de nulle part. Je suis pas forcément client non plus du fait qu'Harden va retourner à Houston. Oui, c'est bien l'argent, mais honnêtement, le projet de Houston, c'est pas un Est-ce qu'il a projet qui me déjà fait été bander. intéressé par des projets pour de vrai? Non. Il a été intéressé par le projet Houston à l'époque. Il a été intéressé par partir tout péter, faire un scandale à Brooklyn pour un fiasco, parce on le dit vraiment, c'est un fiasco. Oh, c'est un bust. Pour au final partir à Philly et galérer à gagner. Ouais, je sais, après,
pour l'instant, les choix depuis son départ de Houston, c'est pas foufou. Donc est-ce que peut-être dans sa tête, il se dit que... En vrai, non, je pense pas. Je pense pas que ce soit l'argument dans sa tête. Je pense que l'argument, c'est surtout qui est prêt à me filer le max. Ouais, Et Houston. voilà. Après, est-ce que ça peut être un profil intéressant? Moi, s'il retourne à Houston, le problème c'est que si c'est la seule star, Je vois il va l'idée, nous mais pour moi, il va un s'énerver. projet de... Mais ouais, mais s'il retourne à Houston, ici il est la seule star pour son pactole, imaginons que ça arrive, moi je veux pas avoir un James Harden qui plante 38 points par match et qui prend 20 lancers par match, parce que ça m'intéresse pas du tout. S'il va à Houston, moi je pense que c'est cool si au contraire il forme les jeunes dans le même registre qu'il peut avoir là actuellement en jouant en Philly avec 20 points par match et presque 10 passes, où il va servir du... Est-ce que James Harden veut former des jeunes? Non, il Je suis veut pas des sûr. strip clubs. Il veut des strip clubs, il veut des stats, il veut des chiffres sur son chèque. Il veut... Non, il veut... Ouais, c'est... Je sais pas. Je sais pas, pour moi, je vois ça je suis un peu de ton avis en vérité, même si c'est une news qui sur le coup est assez breaking news. À mon avis, si elle est sortie, c'est uniquement pour faire parler et pour attirer sur James Harden pour provoquer le fait de déclencher un max pour l'été prochain. Mais pour moi, ça m'étonnerait que ça se fasse. Voilà. Hmm. Après, j'ai regardé un peu les trades rumors, il n'y en a pas beaucoup en vérité. Les Lakers, c'est toujours Pelinka Il y en qui. a une grosse. Il y en a une grosse encore. Qui Laquelle? impliquerait Kyle Kuzma et John Collins Ah avec les ouais. Suns. Hmm. Donc les Suns qui apparemment seraient totalement en amour avec Kyle Kuzma. Ah, moi j'ai vu avec John Et du Collins. coup Washington qui du coup récupérerait John Collins. C'est un trade à 3 équipes avec Atlanta. C'est ça, et Atlanta qui récupérait sûrement Jay Crowder, je pense. Et Landry Shamet, non? Peut-être. Peut-être. J'ai surtout vu en fait John Collins et Kyle Kuzma impliqués. Le reste, c'est pas encore discuté. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Honnêtement, ce Washington, trade. Washington y perdrait. John Collins, Atlanta il peut perdra. peut-être y gagner. Et pour moi, c'est les Suns qui en sortiraient gagnants. Donc tant Ah mieux oui, pour eux. c'est sûr. Ah bah il se débarrasse d'une plaie qui est Jay Crowder. Mais de toute façon, moi, ce dossier global de cette chaise musicale de poste 4 m'intéresse pas du tout. Enfin, moi, honnêtement, je veux juste voir où John Collins et Kuzma vont atterrir, juste pour eux et peut-être pour l'équipe qui va les accueillir en termes de compétitivité. Mais sinon, Bon, c'est ça. C'est ça. ça fait, Moi, ça fait très longtemps et honnêtement, Jay Crowder, il commence à me gaver. Côté Lakers, la dépression. Il y a toujours Pelinka qui rêve de trop et il se passe rien. Enfin, on s'endort complètement alors que je pense qu'il serait peut-être temps de faire des moves. J'en parlerai un peu plus tard, mais là, pour moi, on est la pire équipe de basket de la ligue. Et on a le pire GM aussi. Les Knicks qui seraient intéressés par Tobias Harris, c'est une petite rumeur que j'ai vue. Je la glisse juste. intéressant. Ouais, Intéressant. voilà, c'est ça. Un peu trop doublon avec Julius Randle, mais intéressant. Ouais, puis c'est sûr. Hild, qui malgré la réussite des Indiana Pacers attire quand même pas mal d'équipes. Et d'ailleurs, très drôle, mais Miles Turner et puis les Pacers se réconcilieraient peut-être et envisageraient peut-être un nouveau contrat. Je trouve ça très drôle quand on sait que Oh là là, c'est euh, scandaleux. C'est la scandaleux. saison commençait sur on veut se débarrasser de toi, et j'ai vu des rumeurs comme quoi ils seraient pas contre et Indiana non plus parce que ça se Ah passe bah bien. justement, Donc, non, il a fait des takes en disant oui, oui, les Lakers devraient être pour moi. Moi, en tout cas, je serai un bon joueur pour eux, etc. Mais oui, il veut partir. il veut Enfin, partir, il mais voulait. En tout cas, il voulait. J'ai pas vu les apparemment, il dernières serait rumeurs, prêt mais à sortir un sac de fric, quoi. c'est triste. Donc, Oh là 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 là, c'est scandaleux. Enfin bref. et puis, dernière rumeur pour les trades, donc ça concerne le dossier des Bulls. Un peu compliqué, même si ils sont un petit peu mieux cette semaine. DeRozan qui... Enfin, d'ailleurs, DeRozan, Lavine, il y a beaucoup d'insiders qui prêtent à penser que Lavine se barre à la fin de saison, quoi qu'il en soit. Et peut-être DeRozan pourrait demander un trade avant la deadline ou peut-être à l'intersaison. Donc de toute façon, on sent que, en tout cas pour DeRozan, ça peut être prématuré, un trade qui se fasse durant la saison. Et en tout cas, c'est sûr que les deux vont dégager à l'intersaison.
En tout cas, un des deux, et les deux visiblement pour beaucoup d'insiders. Je crois que c'était The Athletics qui disait ça, que, à mon avis, ça clique pas et ça va éclater d'ici peu. Donc, on vous envoie LeBron si vous voulez. Fini pour les trade rumors. L'action de la semaine, je crois qu'on a la même. Probablement, d'ailleurs, le dunk de l'année, en étant très sincère, parce que il scelle une victoire super importante de Denver face à Phoenix, qui permet à Denver de passer premier de la conférence Ouest. Un Tomar, Aaron Gordon qui retrouve ses cannes du dunk contest de 2016. Et bah, ça nous régale. Je vous le mets en image. Et on prend le sopalin pour se branler. Challenge left. A charge on Gordon, and it's Phoenix basketball with 24 seconds to go. Oh, wow. Please drink this in with your eyes, ladies and gentlemen. And that is Landry Shamet there to take the charge. Fini pour les big news et l'action de la semaine. On attaque avec notre prochaine chronique, le bilan de la ligue et les aspects négatifs de cette longue semaine, vu qu'on a un jour de décalage. Et je crois que c'est toi qui commences à l'Est. Qui, pour toi, a été cradi crado? Alors moi, c'est hors basket. Voilà, c'est la première fois que je fais ça de la saison, ce sera hors basket. Ceux qui ont été cradi crado, c'est définitivement Charlotte. Pour une chose toute simple, c'est le cas Miles Bridges. Parce que oui, en effet, Miles Bridges est apparemment de retour plus ou moins au bord des parquets en tout cas, et dans le bureau des GM. Parce qu'en effet, le GM est justement en train de se dire que c'est un peu relou, on est vraiment avant-dernier, on n'a pas d'avenir, on n'a rien, là tout est cassé. Ce serait bien de faire revenir le gars qui était candidat à MIP l'année dernière et qui méritait quasiment un contrat max. Non, gros carton rouge technique, tu sors du terrain. C'est non en fait, on n'accepte pas ça, ce serait vraiment scandaleux et de la NBA et de Charlotte. Et en plus, on voit que quand bien même Miles Bridges serait aimé de ses coéquipiers, on a vu Terry Rozier s'exprimer là-dessus en disant qu'il ne voulait pas d'histoire, mais que Miles Bridges était un très bon gars avec lui, un très bon ami. Les scènes où on voit Miles Bridges habillé avec un sweat noir tout dégueulasse en bord du terrain avec un vieux sourire tout gêné et LaMelo Ball qui vient lui faire un check et danser avec lui, LeBron James qui vient rigoler avec lui, etc. C'est non. Genre ça dégage, Adam Silver, la vie de ma mère, fais quelque chose, dégage-le, c'est impossible. Là, ils sont en train de discuter le fait que, bon, la pénalité, elle serait en fait, il faudrait juste qu'il signe son contrat et à partir de là, la pénalité elle commencerait. Il aurait peut-être, 20 matchs, sans rien ou ça reste encore à déterminer, mais voilà. En gros, c'est une petite punition et ensuite il revient comme une fleur. C'est non. Très bien. Coup de gueule sur Miles Bridges. Qui, on rappelle, était quand même embourbé dans des problèmes judiciaires. Qu'est-ce qu'il avait fait déjà? Il avait maltraité sa femme et son enfant? Il a frappé sa femme, il frappait son enfant aussi. Quelques semaines avant, on se moquait un peu de lui parce qu'il mettait des photos où il était en train de fumer des spliffs et boire de la ligne. Je dis peut-être de la merde là, mais je crois qu'il a eu aussi une affaire avec des armes ou je sais pas quoi. C'est vraiment non, c'est justement là, c'est non, c'est non. Et justement, si c'était un jeune qui doit prendre l'exemple, eh ben tant mieux, ce sera lui, tant pis. On n'a pas osé le faire avec Chauncey Billups, on n'a pas osé le faire avec Jason Kidd, on n'a pas osé le faire avec plein d'autres gars avant. Faut commencer à le faire. Je suis d'accord. Je suis d'accord globalement et c'est un petit peu l'hypocrisie de la NBA qui peut te sanctionner parce que tu t'es pris une technique, mais par contre, quand t'es une merde hors du terrain, y a pas de souci tant que ça fait des clics. C'est ça, là Michael Jordan qui est en train de... Oui, j'ai failli dire Michael Jackson. Michael Jordan qui est vraiment en train de négocier avec Miles Bridges, c'est vraiment... Ça fait mal au cœur. Oh non, mais au-delà du mal au cœur, c'est vraiment c'est scandaleux. Vraiment, je suis très sincère, ça me débecte.
Ça me débecte. Très bien. Fini pour le dossier Hornets et Miles Bridges. Moi, je vais retourner parler de basket. La Cité des Anges, ma très chère Cité des Anges, me déçoit énormément en termes de basket pur. Parce que le club de Rungis en départemental 4 joue mieux, tout simplement, que les Lakers actuellement. Ils sont même plus grands que le 5 majeur des Lakers. Rien ne va. Rien ne va à Cette la scène Cité était des ouf. Anges. Non, mais c'est... Je suis désolé, ce qui se passe chez les Lakers, c'est symptomatique d'un manque de gestion post-titre et même post-blessure de AD il y a 3 ans, il y a 2 ans, pardon, c'est catastrophique. On était sur une dynamique qui finalement nous prêtait à croire, nous laissait penser finalement qu'on pouvait peut-être atteindre le play-in et jouer les playoffs et ne pas être la risée de l'NBA. Non, c'est fini. La blessure d'AD nous rappelle à l'ordre. Tout simplement, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Quand AD n'est pas sur le terrain, c'est de la merde. Ça ne joue pas au basket, c'est affreux. Il y a des gros soucis déjà à l'off-season en termes de scouting de joueurs pour créer déjà un collectif cohérent. Mais il y a aussi un gros problème de coaching. Je ne vais pas blâmer Darvin Ham parce qu'il a que 30 matchs dans les pattes, mais il est pas très bien, je pense, dans sa tête. Je pense que si tu me donnes une plaquette, j'essaye d'aligner un 5 majeur un petit peu plus potable que ce qu'il est en train de proposer. C'est affreux. Ça me fait un peu de peine, même si je suis un LeBron sexuel, mais pas au point de mettre des screens en mode c'est terrible avec le 5 majeur des Lakers. Ça, c'est quelque chose qui me fout la germe. C'est un problème. Déjà, le 5 majeur des Lakers pourrait être déjà beaucoup plus compétitif si on mettait un peu plus de Austin Reeves, de Wenyen Gabriel, et que même quand on n'a pas Anthony Davis, on peut mettre du Russell Westbrook dans le 5 majeur. Il y a des choix de coaching qui sont mauvais, et puis LeBron James aussi victime. C'est le GM aussi, hein. Il a monté cette équipe avec Rob Pelinka, donc on sait qu'il y a eu quand même des tensions à l'intersaison parce que lui il voulait mettre sur le marché les pics de draft, mais ce qui se passe chez les Lakers, c'est dégueulasse. Si on veut retourner parler de basket, on est en 1-4 sur la semaine, une victoire à l'arraché face à Washington qui pouvait être une défaite si LeBron n'avait pas eu cet éclair de génie pour prendre la balle et faire une passe à Thomas Bryant. C'est moche, on se prend des cartons, je n'ai jamais vu ça. Là, sur les 4 derniers matchs, on s'est pris tout simplement 130 points, 134 points, 134 points et 124 points. Aucune réponse, aucune vivacité. Il n'y a pas de défense. Ouais, c'est porte ouverte. Hein. Non, mais c'est il moche. vous déguste vraiment en salade Sodebo. Ouais. On est la Aïe. pute de la NBA. Non, mais j'ai une rigole. C'est moche. Moi, je te dis, c'est 37 minutes de pure souffrance tous les matchs. C'est la torture. Quand je regarde, il n'y a rien, il n'y a même pas... Tu regardes et tu dis, oh, peut-être il y a un move. Non. Et en plus, je regardais les statistiques un peu plus profondes. Quand il y avait Eddy sur le terrain, on était une équipe qui avait une des 10 équipes qui avait le plus d'assists par match. Mais je me suis dit, mais comment ça on a autant d'assists? Parce que offensivement, il n'y a pas de système du tout, il n'y a pas de projet collectif, c'est affreux. C'est-à-dire que Thomas Bryant se met à shooter à 3 points. Bon, LeBron James, quand il est à 3 points, il a droit à 3 points. On se dit, ouais, c'est cool, mais sinon... Là, je vais pas taper sur LeBron James sur la semaine parce que je vais quand même lui redonner un petit peu dans comment vont les Lakers, je vais lui donner un petit peu de crédit quand même sur ce qu'il fait, en tout cas sur le terrain. Mais c'est affreux, il n'y a pas de système. En fait, quand Eddy n'est pas sur le terrain, on est à l'équipe qui a le moins d'assists par match, on a moins de 20 assists par match. Il n'y a pas de cohésion. Dennis Schroeder, ta grand-mère, t'es nul. Moi qui avais un tout petit peu d'espoir sur toi pour me dire, allez, en sortie de banc, tu vas peut-être un petit peu plus donner la patate au repère. Oui, non, mais tu avais raison. Mais il est dégueulasse. Franchement, honnêtement, chez les Lakers, il n'y a pas un système défensif, c'est-à-dire qu'on est sur une simili-zone où on va faire des aides défensives miteuses qui vont nous créer mais c'est des portes de saloon battantes dans les deux sens. On se prend des Thomas, on se prend des 3 points, des équipes Charlotte nous met 134 points. Je suis désolé, là ça fait 4 matchs qu'il y a 6 joueurs dans l'équipe en face qui ont plus de 10 points par match. C'est pour te dire à quel point même les secondes units nous giflent. Russell Westbrook, il est catastrophique. Les seuls points positifs, c'est Austin Reeves qui se donne sur le terrain, LeBron James qui se donne sur le terrain, mine de rien, et peut-être Wenyen Gabriel et Thomas Bryant. Mais sinon le reste, c'est moche. Et j'insiste, on se retrouve avec un 5 majeur où il n'y a que LeBron James qui fait plus de 2 mètres. Voilà. Il y a pas, là je crois que hier face à Dallas, on a un 5 majeur, on a Russell Westbrook qui fait 1,95, Austin Reeves qui fait 1,95, Dennis Schroeder qui fait 1,88, 1,85, Pat Bev qui fait 1,88
Et Lonnie Walker qui fait un 98. Ça, c'est notre 5 majeur. Ça, c'est... Donc Darvin Ham, Ah, le c'était coaching catastrophique. staff Après, des Lakers, se dit oui, ça sent là, bon. là, il, il avait fait une très bonne vanne, Bastien, de Trash Talk, mais il avait vraiment dit, bah, quitte à nous prendre pour des jambons, vraiment, le coach des Lakers, c'est vraiment Darvin Ham, donc Darvin Jambon. C'est vraiment c'est symptomatique de ce qui se passe chez vous. Pour de vrai, c'est assez triste. C'est un fiasco et je suis très sincère avec toi. Pour moi, là, on est avec Charlotte, on est l'équipe qui propose le plus moche basket de la NBA. C'est laid. Si vous voulez regarder du basket, fuyez les Lakers sur cette saison. Et on en reparlera un petit peu plus tard, peut-être. Et je pense que j'essaierai de faire peut-être une émission un peu spéciale pour parler des Lakers à la mi-saison. Mais je ne vois pas dans quel monde on atteint les play-in. Je ne vois pas dans quel monde. Je pense qu'on va rester 12e confortablement et qu'on va accrocher peut-être les 30 wins dans la saison. C'est tout ce qui va se passer. Là, il n'y a plus rien du tout chez les Lakers. Et ça me fout la gerbe. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, je pense que je vais étrangler le front office. Ah oui. Ah oui, non, là, je suis saoulé. J'étais à l'ouest. Je vais retourner à l'est pour attaquer sur une équipe qui me plaît énormément, qui a d'ailleurs le même nombre de victoires que nous. Bah, c'est les Orlando Magic. Orlando Magic qui sont, bah écoute, flamboyants, je ne rigole pas. Je me suis un petit peu penché sur le dossier. Ils sont en 3 victoires et 1 défaite sur cette semaine. Ils ont affronté certes San Antonio et Houston, mais ils ont quand même joué aussi Atlanta et Boston. Et ils sont sur une forme olympique. Bilan sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 défaites, dont une winning streak de 6. Ça gagne des gros matchs, notamment face à Toronto, face à Boston, face à Atlanta. Et d'ailleurs, ils ont bien fait suer Boston en back-to-back. Globalement, je trouve qu'il y a un collectif qui est clean. C'est une belle force de la jeunesse qui s'exprime, en tout cas sur les 10 derniers matchs. Et ça donne d'ailleurs peut-être un bel aperçu de ce que ça peut donner à l'avenir, si le roster est construit et reste globalement comme ça. Moi, je suis super heureux de voir Bol Bol qui éclot, parce qu'il est super important. C'est un peu une forme de Wembanyama en un petit peu moins bon, si je peux me permettre, parce qu'il a une bonne adresse, il a un petit handle, etc. Et puis c'est un personnage qui marche bien et qui plaît bien aussi dans le collectif des Orlando Magic. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais il a son dossier dans la course au MIP. Banchero, royal, qui a tout pour devenir Rookie of the Year sans aucun problème. Je trouve que collectivement, c'est cool quand on sait que ça fait un mois qu'ils sont privés de Jalen Suggs, qui était quand même important dans la rotation. Jonathan Isaac, qui n'est toujours pas revenu depuis la saison dernière et qui était quand même aussi un bon joueur dans la rotation du Magic. Gary Harris, qui est toujours blessé. Banchero a été absent plusieurs jours. Moi, je trouve que ils sont très convaincants et c'est un des projets jeunes que je trouve le plus sexy de la NBA avec les Pacers. Et je trouve que et peut-être OKC. C'est vraiment trop agréable ça donne le sourire finalement de les voir jouer et de les voir cliquer finalement, parce qu'on a un petit collectif plutôt clean, tu vois. Wendell Carter, il est très bon. Cole Anthony, il fait aussi ses performances. Banchero, il a pas peur, il va prendre des gros paniers, il a une bonne ligne statistique, tu vois, il est clean. Les frères Wagner, dans 2 registres très différents, un à l'extérieur, un à l'intérieur, ils font le café, notamment Franz, qui est très bon. Moi, je trouve que Oh, le groupe vit bien. ouais, le groupe vit super bien, et quand tu sais que c'est globalement que des rookies, sophomores ou juniors, bah ça fait plaisir pour les Magic. Donc moi, C'est beau c'était à mon voir. positif C'est dommage à pour l'Est. le tank pour Victor, mais c'est vraiment bien. Oui, après, je pense qu'ils vont rester 13e, 13 ou 14e. Oui, ils vont pas 12 beaucoup ou monter. 13e. Bah, t'inquiète pas. Là, c'est le genre d'équipe fin de saison. On va les voir comme par hasard perdre une chier de matchs. Donc, ouais, non, aucun souci. Et toi, Paul? Moi, du coup, pour partir à l'ouest vers une bonne équipe, comment ne pas parler de Denver qui maintenant est passé premier de l'ouest avec 4 victoires d'affilée, qui a réussi à passer devant Memphis, Phoenix et New Orleans, avec un Nikola Jokic qui, personnellement, je le considère comme étant quasiment en tête de la course MVP. En tout cas, pour moi, il est au coude à coude avec Jason Tatum. Qui est juste flamboyant. L'équipe tourne vachement bien. Mike Malone a des systèmes ultra léchés. Le groupe se connaît par cœur. Et tout le monde est au diapason. En témoigne, déjà leur score, les performances de Jokic qui sont
insensé. Vraiment, on dirait que c'est Touquet. Il est en passe justement, comme je le disais, il est en passe d'être nominé et nommé tout simplement pour la 3e fois de suite MVP de la NBA. Alors que, rappelons, c'est un gros boudin serbe qui galère à marcher. Non, vraiment, à chaque fois il se dandine, on a de la peine pour lui, et pourtant il te fait des passes de fou. Il arrive à te planter des tirs de malade, et il continue à marquer et à gérer son jeu. C'est vraiment le Joker, tu le vois pas venir, mais il est là, il te pète à la gueule. Donc c'est vraiment, c'est ouf. Le retour de Jamal Murray commence à se voir de plus en plus et fait plaisir. Aaron Gordon est flamboyant, on en parlera plus tard, vous devinez presque pourquoi. Michael Porter Jr. est justement de retour, ça commence à cliquer. Bones Island pour moi est quasiment. J'ai pas trop réfléchi là, mais je Prends l'avais ta dit la take. dernière fois. Prends ta take. Ah, pour moi, c'est 6e homme de l'année. Hein. Ok. Ah, il est. Ah, T'es pas le seul à le mettre à premier. moi je l'adore, mais il te met tout. Mais c'est vraiment le mec, tu le mets sur le terrain, c'est un feu follet. Quoi qu'il arrive, il va te marquer des points. Il va te les marquer, mais genre, mais en tirant de super loin. Il est vraiment, mais genre. Il te fait des rebans en plein match. Vraiment, il pose ses couilles sur tes joues, et voilà, c'est fini. Non, j'en peux plus. Et ils sont vraiment trop forts. Il a mon âge en d'eux, plus. Je me autour fous trop d'eux, l'air. tout le monde est en train de bien tourner. Bruce Brown, ça passe à peu près. DeAndre Jordan, bon, il y a des moments où il rentre, ça marque des points et on est tous surpris. KCP qui est autour, vraiment, ça marche bien. Non, vraiment, c'est étonnant, parce que moi, je pensais vraiment ils avaient perdu au cours de l'été. Et finalement ça marche vraiment bien. Donc bravo à eux, bravo à Jokic. Et, putain, ils sont encore premiers, c'est ouf. C'est royal hein, pour eux. Et pour lui, hein, parce qu'ils avaient fait un début de saison qui était beaucoup moins. Ah, c'était pas flamboyant. C'était pas dans les starting blocks, quoi. Et puis C'est c'est ça. pour ça qu'on mettait d'ailleurs Jokic. On se disait, bon, voilà, tonton Jokic, il a fait back-to-back MVP, il est un petit peu fatigué. T'as fait ton temps, et voilà. Là, je ne rigole pas. Il peut, s'il veut forcer, après, je pense pas que ce soit le tempérament du gars. Il pourrait sans aucun problème faire une saison à triple-double. Hein. 25 points, 11 rebonds, 9,5 passes. Il peut. Mais parce qu'il force pas. Il force pas, enfin en tout cas je sais pas s'il se force ou pas, mais en tout cas ça donne pas du tout l'impression qu'il se force pour. On a vraiment l'impression que juste, sa force c'est d'être en tête de raquette en mode tourelle automatique et à distribuer les passes aux joueurs qui cut. Le reste du temps c'est des tirs à 3 points tout casse-croûte, tout flagada, mais qui rentrent en filoche parfaite et à tirer des fautes. Juste, je note qu'il a été drafté au 2e tour. Ah oui, mais Pick 41. Voilà, c'est bon. Il peut être triple MVP. Le braquage. Bien sûr. Non, c'est génial. En tout cas, pas moi, le nez creux. Je suis très content pour lui parce que c'est une personnalité que j'apprécie plutôt bien dans la NBA en tout cas. Moi, ouais, voilà, comme je le disais, ce que j'adore, c'est juste le fait que il n'est pas du tout le profil du basketteur type, si tu veux, à part le fait qu'il soit grand. Non. Il fait pas musclé, il fait pas ultra beau, ultra incroyable, etc. C'est pas un Lucas qui est extravagant, c'est pas un Ja Morant qui va te mettre des tomards à chaque fois, c'est pas un Giannis qui est ouf parce qu'il est athlétique de malade, c'est pas un James Harden qui va tirer de loin, c'est pas un Steph Curry qui va danser à chaque fois, qui va faire des célébrations comme ça. C'est un mec flagada qui va faire de très bonnes passes, qui va mettre des tirs ultra clutch tout le temps, qui va être une vraie machine, mais à son propre rythme. Il marche en canard, il galère, il se dandine, on dirait le bossu de Notre-Dame, et il te plante des 40-50 points dans la figure. Et il dunk 5 fois par saison. Voilà. C'est une dinguerie. Et du coup, je trouve ça ouf, et je suis trop content pour de vrai que là-dessus, la NBA, ou en tout cas les fans et la NBA se soient calmés sur le sujet et décidé que oui, ce gars-là allait être 2 fois de suite, et peut-être 3 fois de suite, MVP de la NBA, donc le représentant de la NBA au sud du monde finalement. C'est trop bien. Et ça nous permet de finalement de. On parle de Jokic, mais donc on le dit, c'est le joueur de la semaine à l'Ouest, avec 30,75 points, presque 16 rebonds, plus de 12 passes, 1,5 steal à 55%, field goal et 66% à 3 points. Voilà, et il est premier de l'Est. Et le bilan de la semaine, 4-0. Franchement, on n'a pas besoin d'en dire plus. Hein. Ça suffit à lui-même. Pour de vrai. Voilà. Et à l'Est,
Ils avaient fait une semaine difficile la semaine dernière et ils font pas non plus une très très bonne semaine, hein. Ils sont en 2-2. Mais le match d'hier m'a convaincu pour le mettre joueur de la semaine à l'Est. C'est Jason Tatum, presque 36 points, presque 7 passes, 4 assists de style à 51% au field goal. Jason Tatum, il avait été un petit peu absent la semaine dernière, mais là je crois qu'il a signé son retour pour cette semaine et il a mis un point d'exclamation à cette 10e semaine de NBA en éclatant la gueule de Giannis avec un Thomas et en proposant, parce qu'il commence très très mal le match, hein. C'est Jaylen Brown qui prend plutôt les responsabilités et puis il fait un run au 3e quart-temps, il éclate tout, il loupe plus rien. Donc Tatum royal et d'ailleurs globalement Il est dans la zone. bon bah C'est cool. Tatum Jokic, probablement la rivalité pour peut-être le titre de MVP. Et peut-être de futur finale. Hein. J'aimerais bien voir Jokic en finale sans déconner. Je suis en slibard. Ça serait cool. En tout cas, la NBA a une relève. Ouais. C'est des jeunes. Il y a LeBron est washed. Donc ouais, on veut voir ça. Hein? Allez, ça va et toi? On a fini avec les Player of the Week. Exotique Player of the Week. J'étais à l'Est, donc je vais rester à l'Est et je vais souligner, je parlais du Magic tout à l'heure, je vais souligner la performance de la semaine de Paolo Banchero, qui nous signe une très belle semaine en 3 victoires, 1 défaite, en se hissant à la 13e position, en chatouillant les Bulls et les Wizards. Il est à 22,5 points, 7 rebonds, 4 assists à 45% au field goal et 46% à 3 points. Je trouve que ce sont des pourcentages très clean pour un rookie, notamment à 3 points. Et bon, pas plus de choses à dire, si ce n'est que je doutais il y a quelques semaines sur Banchero, Bénédicte Mathurin. Il y en a un qui s'est pris le rookie wall, il y en a un qui a pris aussi les responsabilités de l'équipe, a pris du galon. Et c'est Paolo Banchero qui nous fait une très belle semaine. Et toi, à l'Ouest, qui as-tu? Alors, mec, là, je sais pas qui est-ce que je dis. Est-ce que je dis Kemba Walker parce qu'il fait une très bonne arrivée, ou est-ce que je dis Klay Thompson parce que qu'il a gagné sur Dylan Brooks. Ouais. Branchai, Kilius Alexander, il est plutôt fort. Ah, aucun des deux. Ok, d'accord. Non, moi je vais partir sur Shai Alexander, pardon, parce qu'il a un nom très difficile à dire, mais il est très très bon au panier ballon. Il est vraiment, voilà, il est sur ses standards pas de saison régulière, hein. De MIP, j'en dis pas plus. Il arrive à faire gagner son équipe 2 fois contre une équipe absolument royale, contender, que sont les Portland Trail Blazers. Il arrive à mettre des buzzer beaters. Il assoit sa dominance et vraiment il montre que voilà, je suis pas là pour rigoler. Quand même, mon équipe est pas folle parce qu'on a personne autour. Moi, j'ai un potentiel, j'ai un talent certain. Justement, les votes du All-Star Game se sont ouverts il y a très peu. Je ne vous cache pas que je vais voter pour lui, voilà. Et non, il le mérite d'autant plus. Il est ouais, en fait, c'est juste cette année, c'est la saison où tout le monde se rend compte que, il y a un petit jeune, il est dans l'Oklahoma, il est dans une équipe qui est peut-être pas folle, mais au moins il se donne, et en plus il ne part pas. Il y a déjà un sentiment de loyauté qui transparaît, et moi, qui ai été bercé par Lillard, j'apprécie d'autant plus, et je trouve vraiment ouf. Il est vraiment sur au-delà de la semaine, il est vraiment sur une saison qui adore. C'est trop bien. Royal. Et putain, mais tout est si bien ficelé parce que on parlait de Shai Gilgeous-Alexander. Ça nous permet de filer directement en embraye comme si c'était une 207 en 2014 sur la course au MIP. Pourquoi en 2014 ? Ne pose pas de questions. MIP. D'accord. Le joueur qui s'est le plus amélioré, tout simplement, qui a augmenté ses standards statistiques, mais également collectifs. Le step-up de l'année. C'est ça, c'est le step-up. C'est le pied sur la marche du dessus.
Et moi, je trouve que cette course, elle est très intéressante. On a quand même un trio de tête qui s'est déjà démarqué, et pas de Demarcus Cousins, mais il y a quand même 10 noms qui Pas bonne. sont très très bons. On commence directement, on vient d'en parler, mais donc Shai est pour moi le candidat top 1 pour ce trophée. Ses statistiques la saison dernière, c'était 24,5 points, 5,9 passes et 5 rebonds. Là, il est à 31 points, 6 passes, 5 rebonds, presque 2 interceptions. Il s'est ajouté à ça 1,2 contre, en augmentant de 6% son tir et de 4% son tir du parking. Bon, il est en éclosion totale, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le Titi. Dommage qu'il ne soit pas dans une équipe pour l'instant compétitive. On rappelle que Chet Holmgren n'est toujours pas là et que l'équipe, pour moi, elle est plutôt sexy. Il manque certains assets. Il y a un potentiel, il manque des pièces, hein, il manque des pièces. Il y a encore des choses, c'est du tâton. Mais sinon, oh non, c'est un très beau projet. En deuxième position, on l'aime beaucoup ici. Tyrese Haliburton, qui alors lui c'est pas autant significatif que ça parce que notamment son pourcentage au tir a un petit peu baissé, mais il a augmenté de 2 points ses points et de 2 points ses passes. Il était à 17,5 points la saison dernière et 9,6 passes. Il a 19,3 points et 11,2 passes. Il est on en parlait en off, mais le franchise player incontestable, notamment après les dernières statistiques qu'il a plantées cette semaine où il est complètement réel. Je crois qu'il met 30 ou 40 points, je sais plus. Il a mis 43 points et 33 points. Le 23, il a mis 43 points, dont un 10 sur 16 à 3 points. C'est affolant. C'est juste ridicule. 10 sur 16 de Tyrese Haliburton. Hein. Là, la mécanique de tir. Il a juste accentué sa domination dans l'équipe, son statut de franchise player, donc il a un très très bon dossier. Pour moi, les deux s'entendent. Il y en a un qui s'est un peu plus exprimé en termes de leadership dans le step-up et l'autre plus en termes de statistiques parce qu'il avait déjà le leadership la saison dernière. Donc pour moi, c'est les deux dossiers les plus importants. On a quand même Lauri Markkanen, dont on n'a pas parlé. Ouais. si, il faut en parler. Parce que justement, trop intéressant, les décisions de l'éclosion. Encore une fois, on parle d'une équipe qu'on pensait être des toutes dernières de la ligue, qui avait juste récupéré une bonne pièce chez Cleveland dans le trade de Donovan Mitchell, mais qui avait complètement explosé suite au départ de leur star et de leur coach et de tous les joueurs qui étaient autour. Et ben non, Lauri Markkanen est là et il a été ouf dans ce début de saison. Il a été incroyable. Du tir à 3 points à gogo, de la puissance. Il a pris en galon, il a pris en masse. Et il s'est d'autant plus affirmé. Et maintenant, je ne sais pas s'il va rester là-bas dans les semaines, saisons à venir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vraiment, il s'est ultra démarqué et tout le monde est prêt à se signer pour lui. Voilà. C'est sûr, il était à un petit 15 points la saison dernière, il est maintenant à plus de 22 points. Il a augmenté, il prend 3 rebonds de plus. Et c'est surtout qu'il passe de 45 à 53% au tir et de 36 à 40% du parking. C'est pas rien. Il est un peu moins. Je pense qu'il est un peu entre les deux parce que là, il prend presque plus de 7 points. De points tout simplement de panier par rapport à la saison dernière, mais il n'est pas autant franchise player au sein des Jazz. Enfin, du Jazz, on sent qu'il y a quand même certains joueurs qui étaient déjà là avant, notamment Jordan Clarkson qui va prendre les ballons en fin de match, etc. Donc, j'ai pas plus suivi que ça le Jazz ces derniers jours, mais du souvenir que j'en avais eu quand on regardait les matchs face à Portland, c'est vrai que c'était pas forcément lui qui gardait le ballon en fin de match. Je pense que l'équipe fait une erreur quand elle fait ça, mais Markkanen, client très très sérieux, beau joueur, joueur très sexy. Premier degré et joueur très sexy au basket. En mention honorable, il y a ton petit Titi Anthony Simons qui, mine de rien, malgré une semaine un petit peu difficile de ce que j'ai entendu dire de ta part, il a haussé aussi son niveau de jeu. On oublie quand même les performances où il a pris feu, où il met 45-48 points avec un pourcentage au tir où il y a tout qui rentre. Il a augmenté de 6 points sa ligne statistique par rapport à la saison dernière. Il distribue plus, il prend plus de rebonds.
une adresse à peu près similaire sur un volume de jeu qui a augmenté, donc je trouve que c'est plutôt une bonne prouesse. Il y a du Lillard, jeune en lui, ça se voit. On voit qu'il a été à bonne école, hein, simplement. Mais même au-delà de ça, oui, voilà, très gros volume de tirs, très bonne réussite à 3 points, pas dernièrement, mais dans l'ensemble. Et en fait, c'est vraiment c'est ça, en fait, c'est un sniper qui juste va continuer à tirer tout du long de la soirée. Et à partir d'un moment, en fait, il va commencer à en rentrer 1, 2, puis 3, et c'est terminé. Là, il va enquiller à fond. Et ce sera Et il fini. s'instaure en termes de. Il s'installe plutôt comme seconde option au sein des Portland Trail Blazers, même s'il y a des soirs où ça alterne avec Ouais, voilà, Jérémy. voilà, Mais c'est ça. bon, c'est un gars sur qui on peut compter. Il a plutôt. C'est ça, en fait, il a plutôt le rôle de second derrière Lillard, parce que c'est justement lui qui a les derniers ballons. C'est lui qui a les tirs en fin de match si Lillard est trappé. C'est vers lui qu'on se tourne. Donc pour moi, c'est un très bon dossier. Après, en mention un peu plus honorable, on va avoir Tyrese Maxey, qui lui a été un petit peu trop écarté des parquets ces derniers temps, mais qui montrait une évolution significative par rapport à la saison dernière. Bol, qui lui dans un autre registre a complètement, il met 13 points de plus que la saison dernière, mais c'est parce qu'il avait un très faible volume de jeu. Je suis d'autant plus content pour lui quand on pense à sa draft. Vraiment, je t'assure que c'est vrai, hein. Je t'assure que c'est vrai. Moi, ça me reste encore en travers de la gorge, ça m'avait brisé le cœur. Et du coup, je suis trop content pour lui. Voilà. Très bien. Et d'ailleurs, fini pour la course au MIP. Et on attaque directement avec le point sur la TTFL. Alors écoutez, moi, comment vous dire, je suis un crack en fait. Je fais une semaine de Zanzibar, 52 points, 57 points, 73 points, 26 points, 53 points, 70 points. Je suis de retour dans le top 500. Je suis le GOAT, tout simplement. Et vous, de votre côté, comment ça se passe ? Comment vont tes Lakers, Nicolas? Combien de nos pics ? Bah là, j'ai eu un no pick le 25 décembre. Il y a eu une pause le 24 et du coup j'ai oublié de pick pour le 25 et en plus le match était à 18h donc c'était terminé pour moi. Mais même dans l'ensemble de mémoire, ça n'a pas trop fonctionné. Je crois que je suis top 12 500. Donc voilà, je grappille, mais bon. Oh là là. Au total dans la saison, vraiment, je dois être quasiment à la dizaine de no pick. Ce qui veut dire que n'empêche, si on compte 10 no pick mais que je suis 12 500, bah je suis juste un méga crack. T'es top 1, Mais tout simplement. oh là là, je suis dégoûté, je suis trop con, putain. Après, les matchs commençaient très tôt hier, ils ont commencé à 18h. Donc, Ce n'est pas une excuse. Bref. fini pour le point sur cette TTFL. Ça nous permet de terminer avec nos chroniques préférées. Et la question fatidique, comment vont tes Blazers, Enzo ? On est déprimant, ok. Je suis vidé. Je dois m'injecter du café tous les jours et Dieu sait que j'aime pas ça. C'est vraiment, c'est très triste. On est vraiment déprimé en tant que Blazers, que fan des Blazers, parce que depuis quelques matchs, on ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas bien. On s'écroule contre des équipes, justement, on devait être justement dans la passe où les équipes qu'on affrontait étaient bien moins fortes. Nos joueurs commençaient à revenir. On avait Lillard, on avait Grant, on avait Anthony Simons, on avait Nurkic. On a tout le monde qui est présent. Et finalement, on se fait ouvrir en deux. La défense est cataclysmique. Les tirs sont très très mal choisis. Et en fait, on se fait ouvrir à chaque fois. La première mi-temps, ça commence à bien se passer. Et ensuite, entre la deuxième et la troisième, on s'effondre forcément. Et c'est ultra dommage parce que justement, on se fait enquiller par des équipes contre qui on devrait gagner. On a commencé à s'installer dans le top 6 à l'ouest, voire un peu plus. Et ben non, finalement, on est de retour en 9ème dans le play-in. On s'est fait dépasser par Dallas. Moi, personnellement, je le prends comme un affront personnel. Je suis dégoûté. Mais surtout, en fait, petit à petit, on voit surtout déjà d'une que la défense, c'est pas ça du tout. On nous vendait une défense qui se voulait plus réfléchie, qui se voulait plus dans le dans le switch, l'effectif qu'on avait qui justement était censé être plus complémentaire avec des vrais défenseurs, des vrais cadres
qui fonctionnait bien et finalement on se retrouve avec, une défense qui clique pas assez ou alors que par séquence et il y a trop de moments où on a des trous d'air et on voit que Billups en fait ne gère pas tant que ça sa défense et son équipe. Et au-delà de ça, si nos stars ne sont pas dans un grand soir et encore il y a des moments où on a eu des grands soirs et où on a perdu. Le CF, le match, où, Portland enfin Damian Lillard devient le meilleur scoreur de Portland, car ça y est, c'est fait, on l'a perdu. On l'a perdu contre Oklahoma, c'était une branlée et c'est trop triste parce que justement on n'y arrive pas. Soit Lillard, soit Simmons, soit Grant, sont à la peine et on n'arrive à rien. On n'arrive à rien, on se fait enquiller. Les Nuggets, on n'en fait qu'une bouchée de nous dernièrement, donc non, c'est usant en fait, c'est usant parce qu'on se dit techniquement on a le potentiel, on a les armes, on avait l'effectif qui allait. On a beau être un effectif jeune qui a encore besoin de se connaître, et cetera, on est dans une année de transition. On vou Évidemment, on s'attendait pas à gagner les titres cette année, mais c'est dommage quoi est-ce que c'est juste une mauvaise passe ou est-ce que c'est significatif de problèmes de fond qu'on a depuis le début? Moi, j'ai mon idée depuis quelques jours maintenant. Après, à voir ce qu'on compte faire. Est-ce que Cronin est déjà en train de se dire qu'il y a du mouvement à faire? Est-ce que Jusuf Nurkic est la pièce qu'il faut trade? À mon sens, non. Est-ce qu'il faudrait essayer de voir pour ramener de la défense? J'ai pas l'impression que ce soit les joueurs le problème. Est-ce qu'il faut essayer de voir pour ramener un scoreur en sortie de banc? Définitivement. Ça, par contre, c'est important parce que justement, dès que le 5 majeur retourne sur le banc, le scoring est à la peine. On a vraiment du mal. Heu, ouais, c'est usant, en fait et on voit petit à petit que d'ailleurs, là, Anthony Simons, justement, c'est mon chouchou, je l'adore. Ça fait une ou 2 semaines que vraiment il est vraiment à la peine au niveau du shoot, au niveau des décisions. C'est c'est dommage. Est-ce que ouais, est-ce que à mon avis, ça c'est pas du tout étudié de leur côté, mais est-ce que justement la solution, c'est pas ce que toute la Blazers Nation est en train de demander, à savoir qu'Anthony Simons retourne sur le banc en tant que scoreur derrière, heu et assure justement le scoring sur le banc avec, le fait d'avoir le ballon parce que justement c'est comme ça qu'il a son jeu et essayer de voir pour bouger Josh Hart en 2 ou attendre Gary Payton, attendre son retour pour le mettre, dans le 5. À voir, à voir, mais pour l'instant ça clique pas trop, en espérant que ça revienne. Mais ouais, c'est déprimant, c'est déprimant. Vivement la semaine prochaine en espérant avoir du mieux parce que là 3 défaites de suite, c'est triste. Et toi Nicolas, comment vont donc tes Lakers? Bah, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais globalement, c'est une dépression, hein. C'est. Mais on voit bien, hein, on Non. voit bien. Je suis sous Ah, Xanax honnêtement, actuellement. je suis très sincèrement dépité par le basket que je vois. Et j'ai beaucoup de peine pour, euh, pour même LeBron James, même si je lui en veux aussi, même si d'accord, il a ramené un titre, c'est un débat éternel, mais j'en veux aussi pour cette gestion post-titre, même le fait d'avoir préféré Russell Westbrook à DeMar DeRozan. Des décisions, en fait, aujourd'hui, on s'en mord les doigts. Si je dois parler, si je dois être concis, mais en termes d'attaque, j'en parlais tout à l'heure, mais sans Eddie, bah en fait, déjà avec Eddie, il n'y avait pas de système. Hein, c'était on fait la passe à Eddie, il met des paniers, et encore. Des fois, on ne lui faisait pas la passe et on préférait prendre des shoots à 3 points. Merci Russell Westbrook qui était 25% au tir du parking, et merci LeBron James aussi pour tes tout juste 30-35 points, 35% du parking. Globalement, il y avait des profils qui étaient plutôt positifs, assez intrigants, comme Troy Brown, comme Lonnie Walker, qui s'écroulent totalement. Soit ils ne trouvent pas leur place dans la rotation, en tout cas pour Troy Brown c'est une certitude, il est trop peu utilisé. Lonnie Walker aussi c'est pareil. J'en parlais aussi tout à l'heure, mais bon là on s'est pris une veste monumentale sur les 4 derniers matchs, et même la victoire face à Washington ça aurait pu être un fiasco. Il n'y a rien qui va, il y a un LeBron James qui est très seul. Alors LeBron James c'est un des points positifs, c'est qu'il est juste. Là ça fait 8 matchs d'affilée qu'il a plus de 30 points. C'est dans des défaites, notamment cette image face à Charlotte où
il se donne à fond, il en perd sa chaussure pour lâcher le ballon à Dennis Schroeder dans le corner pour qu'il mette un 3 points alors qu'il est tout seul. Il envoie une brique, il envoie franchement du salami sur le pare-brise, donc ça fout un petit peu le seum. Et lui, il a qu'une chaussure au pied, il va plus bouger pendant 30 secondes parce qu'il sait qu'ils ont perdu. Il reste une seconde au chrono, balle aux Hornets. C'est un petit peu déprimant, que ce soit offensivement. On se retrouve avec des gars comme Russell Westbrook qui, vraiment, là, on sent qu'il touche le fond. Il avait eu un creux, enfin, il avait une ascension positive depuis sa mise sur le banc. Ça a marché 15-20 matchs. Là, je dois vous avouer que ça a marché 10-15 matchs, et là ça fait 10-15 matchs que c'est abominable, honnêtement. Il n'y a pas grand chose. Et il y a des gros soucis au coaching. Défensivement, on essaye de proposer une zone, mais ils apportent rien. C'est des trous d'air monumentaux, on se regarde. On va faire notamment Pat Bev, qui est censé être un taulier de la défense. Il est à la rue. Il va faire des célébrations où il va dire tout small alors qu'on est à moins 30. Une équipe de clochards, honnêtement, à des moments, je me pose vraiment des questions sur la mentalité. Qu'est-ce qui se passe au sein des Lakers? Un LeBron James déprimé, victime de son propre choix aussi. Et puis bon, offensivement, il n'y a rien. Il n'y a pas de système, il y a de temps en temps des éclats de génie, mais globalement, c'est je fonce dans la raquette, je mets un panier. Mais bon, quand t'as 38 ans, tu peux pas tout le temps les mettre. Quand t'as 34 ans et que Russell Westbrook est catastrophique, il envoie des fois il envoie du jambon, mais sur la planche, c'est violent. Il n'y a pas de système, il n'y a rien, c'est vide, et puis il y a très peu d'adresse à 3 points. On fait partie des 5 pires équipes à 3 points. Donc c'est moche, hein, basket, c'est les Lakers, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est très très moche. Et puis le coaching un petit peu douteux, très sincèrement, avec des 5 majeurs. Alors certes, aujourd'hui, tu n'as que 4 joueurs qui sont au-dessus des 2 mètres. Thomas Bryant, Wenyen Gabriel, Damian Jones et LeBron James. Ton plus grand, il fait 2m8. Donc c'est pas beaucoup, mais essaye de faire jouer quand même. Essaye de proposer des systèmes corrects. J'aimerais voir un petit peu plus de Max Christie. J'aimerais voir un petit peu plus de Austin Reeves, de Wenyen Gabriel ou de Thomas Bryant. Je vois beaucoup trop. Il donne 30 minutes par match à Schroeder, Walker et puis... et Bev, c'est moche, voilà. Comment vont les Lakers? Mal. Et si je dois faire une conclusion hâtive sur bientôt ça fait 40% de la saison, parce qu'on est à plus de presque 33 matchs. Les Lakers, ça va pas en playoff, ça va pas en play-in, et ça permet aux New Orleans Pelicans de prendre un pic de draft super précieux, probablement dans le top 10, je pense. À part si c'est orchestré et qu'on fait en sorte qu'ils aient un pic hors top 15, enfin hors top 10, mais c'est ridicule. Il n'y a rien qui va, et puis Rob Pelinka, il se réveille tous les matins en se disant qu'il a fait le job, alors qu'en fait c'est une fraude monumentale. Donc les Lakers sont moches, et c'est épuisant, et le matin, quand je vois qu'on s'est pris 130 points, j'ai du mal à regarder 40 minutes de résumé pour... finalement constater à chaque possession que c'est au petit bonheur la chance, et que on envoie vraiment du saucisson dans le public, quoi. Donc regardez d'autres équipes, s'il vous plaît. Je vous en conjure. Allez voir des petites équipes intéressantes. Je pense que vous prendrez plus de plaisir à regarder les Pistons ou même les Rockets que nous. Voilà. Moi, je vais aller prendre une corde et un tabouret. Je vais aller prendre une douche parce qu'il faut que je me lave de tous mes péchés. J'ai insulté mon équipe. Totalement. C'est la fin tout simplement de ce 5e épisode qui résumait cette 10e semaine de NBA. On vous remercie, même si il n'y a que moi en cliquant sur les vidéos pour copier le lien qui fait des vues. Mais on vous aime très fort. On vous fait des gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mon clic qui fera une vue. Allez, on vous embrasse et on vous souhaite un joyeux Noël rempli de malaria. Bisous Nicolas. Bisous. Bisous Nicolas. Bisous. 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 La mort.